Et la dernière partie de cette table ronde, avant les questions, donc, a comme thème « Comment surveiller les patients quand ils font des crises ?» Donc là, on a un certain nombre de choses peut-être à balayer. Peut-être qu'on ne pourra pas tout voir et que tout n'est pas traitable dans cette partie de table ronde. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse voir ce qui relève de la surveillance nocturne, des chiens détecteurs, d'autres pistes maintenant qui existent, ou des objets connectés. Ça, on passera rapidement, je pense, là-dessus, parce que c'est encore un tout petit peu jeune comme technique. Moi, j'avais dans mon programme Sylvain Reims, comment surveiller les patients quand ils font des crises. Alors, je suis quand même obligé de vous donner la parole tout de suite, parce que sinon, on va dire que je ne respecte pas le programme. Donc, sur comment surveiller les patients quand ils font des crises, parce qu'il y a aussi un certain nombre de difficultés qui se posent, c'est que les patients ne sont pas toujours accompagnés. Alors oui, je pense que par rapport aux choses que vous avez évoquées et compte tenu des contraintes de temps... On est bien dans le micro parce que nous avons eu des plaintes. Je ne peux pas m'approcher. C'est mieux comme ça? Ah, c'est parfait. Donc compte tenu des contraintes, ce que je vous propose, c'est qu'on se focalise sur ce qu'on peut à l'heure actuelle proposer pour aider les patients et leurs familles à détecter les crises. Étant entendu que je ne parle ici que de systèmes qui détectent les crises une fois qu'elles surviennent. C'est-à-dire qu'on a bien tous conscience, en particulier sur le plan médical, que ce que souhaiteraient les patients et leurs familles, c'est d'avoir quelque chose qui permette de dire attention, dans les 5 minutes, dans les 10 minutes ou dans l'heure qui vient, il y a un risque de 50, 60, 90, voire 100% de faire une crise. Et il faut que je fasse attention d'arrêter mes activités en cours pour pouvoir me protéger et éviter de me blesser. Malheureusement, pour l'instant, on n'est pas capable de le faire. Vincent pourrait compléter, mais parce qu'il connaît mieux cette thématique que moi, mais ça fait 20 ans à peu près que... Allez, 15, on n'est pas si vieux que ça. Ça fait 15 ans que... Non, 20 ans, bon... Alors je ne suis pas si vieux que ça. Ça fait 20 ans qu'on essaye de trouver des moyens de prédire la survenue des crises. Et à l'heure actuelle, il n'y a jamais rien eu de réellement convaincant pour cela. Donc c'est peut-être quelque chose qui se développera à moyen terme, mais à court terme, il ne faut pas attendre qu'on puisse que vous puissiez avoir à votre disposition des systèmes qui vont prédire la survenue d'une crise dans l'heure qui vient. Donc passer ce prérequis un peu décevant, je l'entends bien, qu'est-ce qu'on peut maintenant mettre à disposition pour essayer de, cette fois-ci alerter si une crise survient? Alors, pourquoi ça pourrait avoir son intérêt d'alerter si une crise survient? C'est principalement pour que les aidants puissent intervenir et assurer la sécurité des patients au décours immédiat d'une crise. C'est l'objectif principal que l'on peut voir à tous ces systèmes. Alors bien sûr, il y a aussi de mieux compter les crises, de pouvoir avoir une meilleure évaluation et puis mieux déterminer quel est l'équilibre de l'épilepsie avec une interaction avec son neurologue, avec des systèmes qui permettent d'avoir le comptage exact des crises. Mais personnellement, je pense que ça, c'est un objectif secondaire. Le principal, c'est comment on fait quand on a quelqu'un dans sa famille qui fait des crises généralisées la nuit pour arriver à être alerté et éventuellement intervenir si on a peur qu'il se soit cassé la figure de son lit et qu'il se soit fait mal ou qu'il y ait eu un risque d'arrêt respiratoire. Alors, pour le coup, je pense quand même que les choses ont fait des vrais progrès ces quelques dernières années, qu'il y a à l'heure actuelle une ébullition en termes de recherche sur cette thématique et qu'on commence à voir arriver des choses qui sont globalement plus convaincantes et que là, je suis quasi certain, et on verra, hein, peut-être que dans 5 ans, on me dirait que je me suis bien planté, mais que dans les années qui viennent, on aura vraiment des choses qui seront suffisamment efficaces pour être utilisées en pratique. Suffisamment efficaces, c'est-à-dire avoir une capacité de détecter les crises avec une bonne sensibilité, c'est-à-dire réellement le système ne rate pas trop de crises, et avec une bonne spécificité, c'est-à-dire le système ne se met pas à sonner 40 fois par jour, alors qu'en fait, il n'y a eu que 2 crises et qu'au final, ça devient infernal parce que les aidants passent leur temps à penser qu'il y a des crises.
Alors, qu'est-ce qui existe à l'heure actuelle de disponible? Il y a quelques systèmes, on ne va pas nécessairement donner des noms commerciaux. Il y en a qui consistent à avoir des systèmes autour du bras, il y en a qui sont extérieurs aux patients, qui se mettent sur le lit ou sur le matelas. L'un comme l'autre, pour les deux qui sont facilement accessibles, ont une bonne efficacité, c'est-à-dire qu'ils détectent plutôt bien, surtout les crises les plus intenses, surtout les crises convulsives, encore une fois qui sont celles les plus dangereuses, et en particulier les crises convulsives la nuit. Après, ça reste pour l'instant des choses qui ont un coût, qui restent hors de ce qui peut être pris en charge par le système de santé, pour l'instant. Dans certains cas, il peut y avoir essayé de l'intégrer dans les protocoles avec la MDPH, mais ça reste assez variable et c'est pas toujours le cas. Donc quand on y va, ça reste un investissement. À titre personnel, je pense que ça peut être une aide chez les patients à domicile. Mais je ne sais pas chez tous les patients. Il ne faut pas se mettre à vouloir surveiller toutes les crises de tous les patients. Ça ne sert pas forcément à grand-chose. Mon propos pourrait être un peu différent pour les gens qui gèrent des institutions, où là, à l'heure actuelle, des institutions qui reçoivent des patients souffrant d'épilepsie, je pense, doivent se donner les moyens de pouvoir détecter les crises et de pouvoir mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour intervenir la nuit. Donc ça, ce sont des moyens de détection des crises, mais pas de prévention. On parle beaucoup aussi des chiens détecteurs. Je ne sais pas si vous avez des informations là-dessus. Non, je sais que la légérie de la fondation, qui s'appelle Emma, a un chien d'assistance et que son chien, semble-t-il, arrive à prévoir un peu avant la crise, quand elle doit se produire. Alors, je sais qu'il y a pas mal de gens qui commencent à travailler sur ce secteur, sur ce domaine-là, que scientifiquement, si je ne m'abuse, dites-moi si je me trompe, mais il n'y a pas grand-chose qui soit prouvé. Il y a des études qui sont en cours aujourd'hui, je crois, à l'université de Rennes. Il y a des études qui sont en train d'être menées, mais il n'y a pas grand-chose comme élément certain. Ce dont vous avez parlé là, ce sont des outils de connexion, ou connectés, qui permettent de détecter à coup sûr, en tout cas de façon à peu près certaine, les crises quand elles se produisent. C'est des outils qui permettent d'alerter quelqu'un si il y a une crise forte. En gros, c'est un truc qui sonne, soit en faisant du bruit, soit en étant reporté sur un téléphone et qui dit à celui qui a dit qu'il voulait être prévenu, attention, il y a une crise, il faut que j'aille voir ce qui se passe pour être certain qu'il n'y ait pas lieu que je fasse en plus de d'habitude pour assurer la sécurité de la personne qui souffre d'épilepsie. Donc encore une fois, c'est une fois que la crise est passée, ça n'empêche pas la crise de venir. Après, non, j'ai pas d'avis très arrêté sur les chiens détecteurs, j'ai pas d'éléments scientifiques à ma connaissance. Que le principe, il y a certains patients qui puissent en bénéficier, honnêtement, intuitivement, ça ne m'étonne pas trop. Je serais plus circonspect à affirmer que c'est de la détection, de la prédiction de crise et pas simplement de la détection par l'animal d'un changement de comportement, parce qu'avant qu'il y ait eu une grande crise, il y a eu plusieurs petites crises qui ont fait qu'il y a eu une altération un petit peu comportementale et qu'en fait le chien détecte que son maître interagit différemment. Et donc en fait c'est de la détection pré-ictale avant une grosse crise. Mais si ça peut aider, tant mieux. Oui, mais c'est pas de la prévention des crises. Alors, allez-y, oui. Sur les chiens, donc on a de plus en plus de patients, effectivement, un peu comme Canal Biol, qui sont intéressés. Donc il y a plusieurs choses. Il y a apprendre quand même à son chien à bien réagir, parce que c'est vrai que il y a des descriptions de crises d'épilepsie et des chiens qui paniquent. Donc c'est déjà gérer le stress et apprendre au chien à bien agir pendant une crise de son maître. Deuxièmement, il y a effectivement la capacité qu'ont les chiens à prévenir, donc finalement comme un dispositif, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'aboyer et de prévenir la famille pour dire que y a un enfant ou il y a quelqu'un qui est tombé et qui fait une crise. Donc ça, je pense que c'est pas mal.
Et puis effectivement, je pense qu'il y a l'effet positif d'avoir un animal de compagnie dont on sait qu'il a une fonction et que finalement ça fait un aidant en plus. Donc je pense qu'il y a des effets bénéfiques. Et il y a des projets, moi j'ai eu écho de projets qui visent justement à essayer de façon un peu plus scientifique à aborder cette problématique. Parce qu'il y a eu des cas effectivement de soi-disant d'anticipation de crise chez des patients, mais dont il s'avérait que finalement ce n'étaient pas des vraies crises d'épilepsie, mais c'était ce qu'on appelle les crises non épileptiques psychogènes. Donc il y a vraiment un gros travail à faire pour voir ce dont sont capables les chiens et comment on peut aider effectivement. Et comme disait Sylvain, je pense que c'est plutôt les chiens sont probablement totalement capables et mieux que les aidants habituels à reconnaître une toute petite modification comportementale qui finalement permet de détecter très vite et très tôt une crise. Donc je pense que c'est quand même là aussi une des perspectives intéressantes. Voilà, après effectivement je pense qu'on n'aura pas 400 000 chiens pour les 400 ou 600 000 patients épileptiques en France, mais pourquoi pas. D'accord. Mesdames, monsieur, vous avez un commentaire là-dessus? Moi, j'ai qu'une seule patiente qui a demandé un chien. Je ne sais pas si elle l'a déjà. C'est une jeune, mais qui est autonome. Hein. Et en fait, ça a permis à la famille de se tranquilliser un peu. En fait. Donc, je me dis, si c'est ça de gagner, bah, voilà. Après, c'est toujours, on en parlait, hein, c'est du coup, les familles nous demandent, est-ce qu'on doit le faire? Quand ça coûte cher et qu'on voit que la famille n'a pas les moyens, je trouve ça un peu difficile. Un chien d'assistance, ça coûte 20 000 € à éduquer. Et non, mais la famille ne paye pas. Mais sur le lit, c'est 800 €, comme ça. Oui, les autres, ceux dont je parlais, c'est des investissements qui sont de l'ordre de quelques centaines d'euros. Et puis après, pour certaines choses, il y a des abonnements. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un vrai investissement et qu'à l'échelle individuelle, voilà, il faut savoir peser le pour et le contre. Encore une fois, en discutant avec les patients, en intégrant ça dans un réseau de soins, parce que c'est pas tout de pouvoir dire aux patients, bah oui, mais ok, vous allez détecter les crises, et aux familles, vous allez détecter les crises la nuit. Encore faut-il qu'ils aient pu avoir une réelle information en coordination avec une équipe complète, et y compris avec des infirmières pour pouvoir dire ce qu'il en est, ce qu'il y a lieu de faire, ce qu'il y a lieu de ne pas faire, dans quel moment il faut s'inquiéter ou pas. Et c'est encore une fois pour ça que je scindais peut-être la problématique entre les options qui se posent pour des patients qui vivent à la maison et les options qui commencent à se poser, voire peut-être à s'imposer pour des structures qui seraient amenées à recevoir des patients qui souffrent d'épilepsie et où là, on a des évidences que quand on prend de très nombreuses institutions, en fonction de la qualité de la supervision nocturne, on peut quand même avoir un impact in fine sur les complications les plus dramatiques et sur la mortalité, pour ne pas la citer. Donc ça ne veut pas dire qu'à l'échelle individuelle, ça fonctionne, on n'a aucune évidence pour cela et ce n'est pas du tout mon propos. Mais pour les institutions, oui, ça a un sens. Mais la question est différente entre la pédiatrie et l'adulte aussi. Oui, bien sûr. Les enfants qui habitent tout seuls, ça arrive pas beaucoup quand même. Donc c'est vrai que nous ils utilisent beaucoup le babyphone en fait, pour entendre. Ouais. Mais parfois ça surajoute de l'anxiété. Et voilà. Donc ce que je reviens à ce que disait M. Rhin, c'est que toutes les crises ne sont pas forcément obligatoirement à détecter. Enfin, c'est les grosses crises. Il y a des fausses alertes aussi. Voilà. Hein, ouais. Et puis apparemment le dispositif c'est à Lyon qu'ils l'ont. Oui, nous avons 2 matelas sous le lit à Lyon pour des raisons très, très particulières. C'est pas, la sensibilité, elle est plutôt bonne, elle n'est pas parfaite. Donc j'ai à la fois des exemples en tête où ça a fonctionné. Comme c'est dans l'unité de vidéo EEG, on a quand même le gold standard pour vérifier. J'ai aussi au moins un exemple récent en tête où on voit bien sur la vidéo que la première fois ça a sonné et que la deuxième fois ça n'a pas sonné pour une crise qui était globalement identique, si ce n'est que le patient n'est pas tout à fait la même position dans le lit, et qui explique pourquoi le système n'a pas réussi à détecter la rythmicité des secousses. Mais voilà, il n'y a aucun système parfait. Ce que l'on voit de plus en plus sur le plan scientifique, c'est que c'est probablement pas avec une seule modalité technique,
C'est-à-dire que vous pouvez détecter les crises en mesurant l'accélération que fait le bras dans des crises ou la rythmicité que fait le bras. Vous pouvez détecter les crises sur les modulations du rythme cardiaque pendant les crises. Vous pouvez détecter les crises sur, en gros, la sueur qui est libérée au niveau des mains quand on est dans un stress intense. Donc il y a plusieurs façons de faire et probablement que c'est en combinant ces différentes façons qu'on arrivera à améliorer les choses. Et quand je dis que dans les 5 ans qui viennent, j'ai l'intime conviction qu'on y arrivera, c'est parce que les études qui visent justement à forcer un peu à cette combinaison entre les différents outils se mettent en place et devraient nous permettre d'avancer.